Au chapitre de ce journal, les épreuves du concours Miss Mathématiques 2024 sont lancées. Entré dans sa 18e édition, ce concours vise à créer une saine émulation entre les filles des différents établissements de Côte d'Ivoire. Récemment, les 21 membres fondateurs du Lions Club Abidjan Énergie ont été intronisés, un événement qui marque le début de l'action de ce club. Très ravi de vous savoir en notre compagnie, madame, monsieur, bienvenue. Le représentant de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, André Dello, a procédé ce samedi au lycée Sainte-Marie à Cocody au lancement des épreuves du concours Miss Mathématiques 2024. Entré dans sa 18e édition, ce concours vise à créer une saine émulation entre les filles des différents établissements de Côte d'Ivoire. Cette phase de composition a concerné les élèves du niveau de 3e. Le compte-rendu est signé Pierre Tebeu et Tima Traoré. Bien scellé. Nous sommes au lycée Sainte-Marie de Cocody. C'est le calme plat, le silence total dans toutes les salles de composition. C'est l'heure des épreuves écrites du concours Miss Mathématiques 2024. Devant les élèves dans cette salle, le représentant de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation procède à l'ouverture officielle de la première enveloppe contenant les épreuves de mathématiques. Elles sont exactement 207 issues de plusieurs établissements secondaires du pays à prendre le départ de ce concours Miss Mathématiques. Après 1 heure de composition, les candidates nous confient leur motivation. Les épreuves sont un peu complexes, sont vraiment différentes de ce qu'on fait habituellement à l'école. Mais ce sont plus des questions de réflexion, d'intelligence, de logique, pas les leçons qu'on fait à l'école. Il y a des questions qui sont en rapport avec les cours que nous avons faits, donc je peux dire c'est bon. Depuis l'enfant, j'adore les mathématiques, j'aime calculer, puis j'aimerais être ingénieur en bâtiment. Cette compétition nationale de mathématiques, qui est à sa 18e édition, répond aux objectifs d'aider les filles à vaincre la peur des mathématiques. Jusqu'au niveau de la classe de 3e, les filles font la course en tête. Mais à partir de la seconde, automatiquement, elles déclinent. Donc, et quand nous organisons des concours, peut-être elles sont complexées et c'est les garçons qui les emportent. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut faire une sorte d'apartheid, de discrimination positive en faveur des jeunes filles. La discipline scientifique, les mathématiques ont toujours été présentées comme une ésotérique, difficile d'accès pour les filles. Et le cabinet est heureux de voir maintenant le ministre professeur Maratou Koné, de voir que des structures, notamment la structure mathématique, l'accompagnent bien pour encadrer ses élèves, encadrer les jeunes filles, afin qu'elles puissent réussir les mathématiques comme les garçons. Si 207 candidates de la 3e se sont présentées au lycée Sainte-Marie de Cocody ce samedi, 201 autres ont pu composer au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. Les résultats sont attendus dans les prochains jours. Et dans le chapitre environnement, le dimanche dernier s'est tenue la première session pour l'exercice 2024 du comité de gestion locale de la réserve naturelle Mabiyaya dans la région de Lamé. Cette session était couplée à la cérémonie officielle de remise des récompenses aux organisations lauréates de la première édition du prix vert. L'objectif est d'améliorer la gouvernance de la réserve naturelle de Mabiyaya, assurer le fonctionnement du comité de gestion locale et contribuer au renforcement de l'implication des communautés locales à la conservation de cette réserve. Richard Akeke, commenté par Michel Brou. Ce sont 28 participants présents à la première session pour l'exercice 2024 du comité de gestion locale de la réserve naturelle Mabiyaya dans la région de Lamé. Cette activité a réuni un large éventail de personnalités, notamment des représentants des différentes organisations partenaires et financières, l'ensemble du corps préfectoral, des autorités locales et des membres de la société civile. Plusieurs points ont été abordés à cette occasion. Le compte rendu de la deuxième session 2023, le bilan des activités de gestion de la réserve au thème du premier trimestre 2024, le processus de désignation des lauréats
pour l'édition 2023 du prix vert de la meilleure organisation locale de conservation autour de cette réserve, entre autres. La journée de ce jour consistait à l'organisation d'une double cérémonie, comme on l'a dit. Il s'agissait de la première session 2024 du comité de gestion locale de la réserve de Mabiyaya et puis une cérémonie de récompense des meilleures organisations locales qui se sont illustrées par leur contribution à la gestion de la réserve. Et nous voyons déjà qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives autour de la réserve pour aider l'OIP à protéger cette réserve-là. C'est pourquoi l'OIP a tenu à organiser ce prix-là pour récompenser ces organisations qui aident l'OIP à la protection, à la sauvegarde de cette réserve. Je suis là aujourd'hui à cette première session de l'année 2024 et comme vous l'avez constaté tout à l'heure, on a fait le bilan des activités de la direction de zone sud-est qui gère au quotidien cette réserve. La direction a fait le bilan, ensuite elle a fait le point de tous les projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation dans cette aire protégée et autour. Je tire vraiment chapeau à ces organismes-là et on les accompagnera effectivement à ce que ces accompagnements soient plus efficaces et que ça soit effectivement au bénéfice de ces populations riveraines qui ont effectivement veillé sur le maintien de cette réserve depuis belle lurette. Plusieurs lots composés de bâches, de chaises et de motos ont été remis aux lauréats à cette occasion. Aujourd'hui, j'ai un sentiment de fierté parce qu'être lauréat d'un concours et puis le publier publiquement, vraiment j'ai été ému. La première édition du prix vert de la meilleure organisation locale de conservation autour de la réserve naturelle Mabiyaya a récompensé 3 organisations lauréates désignées par le comité de gestion locale. Une page de Club Service à présent. Les actions de recrutement de nouveaux membres amorcées par Daniel Sampa, gouverneur du district 403A2 du Lions Club International, continuent de donner leur fruits. Récemment, les 21 membres fondateurs du club dénommé Lions Club Abidjan Énergie ont été intronisés. La charte document, les attestations, pins et autres attributs ont été remis pour autoriser ce nouveau club à l'action. Le compte-rendu de Pierre Tebeu et Nicolas Angwa. En présence des membres des Lions Club de Côte d'Ivoire, j'accepte cette obligation solennelle de respecter la Constitution et les statuts de mon club. C'est après un serment libre et solennel qu'ils ont été admis à rejoindre les rangs du Lions Club International, ces 21 impétrants. Tous à Abidjan, ils composent le Lions Club Abidjan Énergie. Leur mission, prendre leur part de responsabilité dans leur club face aux besoins de la cité et dans les actions qu'ils mènent pour améliorer le bien-être des populations ivoiriennes. Les engagements de ces nouveaux lions ont été reçus par Daniel Sampa, gouverneur du district 403A2, mais aussi par les officiels composés entre autres des PDG Christiane Duncan et Simon Diakité, des figures emblématiques du Lions Club International en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Cette cérémonie était tout simplement une cérémonie de remise de charte d'un nouveau club à Lyon, le club Abidjan Énergie. La charte, c'est comme le certificat de naissance d'un club. J'en sors ravi parce que j'ai vu des amis et je l'ai ressenti pendant toute la cérémonie, des amis qui sont engagés pour servir tous ceux qui sont dans le besoin dans notre communauté. Et pour cela, je leur ai demandé tout simplement de faire preuve d'une grande disponibilité pour toutes les initiatives qu'ils prendront au sein de leur club. Je leur ai dit tout simplement également qu'ils aient tout simplement envie d'être toujours présents, de ponctuels à chaque fois qu'ils mèneront une quelconque activité, d'être ponctuels. À part ces engagements, des actions sont aussi prévues dans les prochains jours par les clubs parrains Lions Club Abidjan Pyramide et le Lions Club Abidjan Énergie. Voilà, donc nos actions fortes, on va mettre en place un plan d'action autour de 5 causes mondiales. Voilà, mais dans un premier temps, avant la fin du mandat, nous allons nous allons agir, nous allons organiser une activité autour de la lutte contre le diabète. Voilà, et nous allons fédérer toutes
tous les efforts des membres du secteur de l'énergie pour pouvoir impacter fortement notre communauté. Notre rôle, c'est de pouvoir, comme je l'ai dit, éclairer ce nouveau club, l'aider à faire ses premiers pas et puis aussi l'aider à pouvoir accroître son effectif. L'objectif ici du Lions Club, c'est de servir. Il est bon de souligner que le club Abidjan Énergie est composé majoritairement d'acteurs intervenant dans le secteur énergie et médias. À cette occasion, le directeur de la CIE a été représenté par Jean-Christian Tuxon, lui-même Lyon, venu encourager ses amis dans cette nouvelle aventure de bienfaisance. La Caisse nationale de prévoyance sociale, dans sa vision de promouvoir davantage le régime social des travailleurs indépendants, a profité de la célébration de la fête du travail qui est l'occasion de réunir toutes les couches professionnelles pour sensibiliser les populations et les travailleurs à s'inscrire dans ce projet important aux yeux du gouvernement ivoirien. On voit tout cela avec Anissé Kouadio, notre correspondant. Préfecture de Bondoko. Ici se tient la grande célébration de la fête du 1er mai, la fête du travail. Les différents groupes professionnels de travailleurs sont en plein défilé sous les yeux de monsieur le préfet des régions, préfet du département de Bondoko. Cette grande tribune regroupant tous les travailleurs a servi au manager général de la CNPS, le bureau de Bondoko, pour sensibiliser les participants sur le régime social des travailleurs indépendants, car ceux-ci représentent 90% de la force de travail en Côte d'Ivoire. Autour de 3 points majeurs, qui est le travailleurs indépendants, quelles sont les proportions des travailleurs en Côte d'Ivoire et enfin, quelles sont les prestations prévues par le régime social des travailleurs indépendants et comment en bénéficier. Au nom de la direction générale de la CNPS, de remercier tous les travailleurs indépendants qui sont déjà fait enrôler, quand vous avez fait le choix de la dignité. Pour prétendre à toutes ces prestations, juste une condition à remplir. Se faire enrôler et payer ses cotisations sociales. Le premier responsable de la Caisse nationale de prévoyance sociale, le bureau de Bondoko, a souligné l'importance de sa structure qui est au service des travailleurs, du public et du privé du Zanzan. La Côte d'Ivoire a opté pour une extension de la protection sociale à l'ensemble des travailleurs indépendants. Et la gestion de ce projet majeur a été confiée à la CNPS dont les performances financières ne souffrent d'aucune contestation. Cette importante communication sur le régime social des travailleurs indépendants a été possible grâce au préfet de région, préfet du département de Bondoko, qui a salué les performances réalisées par l'ensemble des travailleurs de la région de Gontogo, indispensables pour l'économie et le développement de la Côte d'Ivoire. L'instauration du régime social des travailleurs indépendants vise à offrir une protection sociale aux travailleurs non salariés et indépendants sous la forme d'une allocation diverse de reconversion afin de les prémunir contre tous les risques qui pourraient les affecter dans l'exercice de leur activité. Pour promouvoir davantage le régime social des travailleurs indépendants, une caravane de sensibilisation et d'enrôlement des travailleurs indépendants sera organisée par la CNPS dans les localités de Bouna, d'Oropo, Tonda et de Bondoko. Le Centre de riz pour l'Afrique, en abrégé Africa Rice, et la mission d'études pour l'aménagement et le développement de la région nord du Cameroun décident de marcher ensemble. Les deux parties ont scellé leur vision commune à travers la signature d'une convention de collaboration pour la mise en œuvre du programme sémencier de la Méden. Cette signature s'inscrit dans la droite ligne de l'exécution du projet Viva Benoué pour contribuer significativement au développement de la filière riz au Cameroun. Chaque année au Cameroun, 600 000 tonnes de riz sont importées en vue de satisfaire la demande locale. Une tendance que le pays ambitionne inverser avec le projet Viva Benoué, un programme de développement de la filière rizicole. Pour sa mise en œuvre efficace, la mission d'études pour l'aménagement et le développement de la région nord du Cameroun, en abrégé MEADEN, sollicite l'expertise d'Africa Rice, le centre du riz pour l'Afrique. Pour matérialiser la collaboration, les deux structures ont signé à Bouaké une convention pour la bonne exécution du programme semencier de la MEADEN. Nous voulons donc bénéficier de l'expérience d'Africa Rice pour nous permettre de booster durablement la production agricole dans les périmètres qui vont être aménagés au niveau de l'agriculture. Le Cameroun, c'est un pays membre de Africa Rice. Donc là, bien sûr, donc tout ce qui se concerne la riziculture, là, le Cameroun, vraiment, première institution à demander, c'est Africa Rice pour travailler avec et renforcer les collaborations pour qu'on puisse hausser la production dans le pays et réduire ou peut-être même éliminer l'importation de riz
dans le pays. Dans le cadre de cette convention, Africa Rice mettra à disposition de Meaden son savoir-faire en matière de recherche et de développement de la filière riz. Nous sommes venus à Africa Rice qui a de l'expertise pour pouvoir sceller un partenariat avec cet institut de manière à ce qu'il puisse nous produire des semences de bonne qualité, mais également apporter un encadrement technique et former le personnel spécialisé dans la gestion de la culture du riz. Nous pensons que le projet Viva Benue va contribuer à sa manière à réduire d'au moins 90 milliards la valeur économique à l'importation de ces denrées alimentaires. D'un coût de 250 millions de francs CFA, cette convention de collaboration sera mise en œuvre durant 2 ans et contribuera au développement véritable d'une filière rizicole au Cameroun. Un atelier de suivi de mise en œuvre du plan d'opération 2024 du Parc national de Taï a eu lieu récemment à Guiglo. Cette réserve naturelle d'une importance capitale pour sa biodiversité est gardée comme la prunelle des yeux. Au cours de cet atelier, les responsables en charge de la gestion du Parc national de Taï ont dressé le bilan du premier trimestre du plan d'opération afin de comprendre les progrès réalisés en 3 mois ainsi que les défis auxquels font face les équipes chargées de sa gestion. Théodore Kanga. L'atelier visait principalement à évaluer le niveau d'exécution du plan d'opération pour le premier trimestre de l'année en cours. Malgré les efforts déployés, les résultats ont révélé un taux de réalisation inférieur aux attentes, avec seulement 29% des objectifs atteints contre un taux attendu de 37%. Par ailleurs, une lueur d'espoir est apparue avec la performance encourageante de la direction de zone. Cela souligne également la nécessité d'une coordination accrue entre les différentes entités pour garantir une mise en œuvre optimale du plan d'opération. Après chaque 3 mois d'activité, nous faisons l'évaluation du plan d'opération qui a été validé avec l'ensemble des parties prenantes. Et cette évaluation s'est faite avec également l'ensemble des parties prenantes. On doit noter un taux d'exécution de ce plan d'opération pour le premier trimestre de l'année 2024 à un taux d'environ 80%. Donc on peut dire que c'est un bon taux parce que 80% déjà c'est déjà excellent. Mais tout de même il y a quelques difficultés qui ont plombé un peu l'exécution de ce plan d'opération. Il s'agit notamment des retards des mises à disposition des fonds du PIF 2 et puis le projet Mike et aussi la mise en œuvre des micro-projets au profit des populations riveraines de ce parc national de Taï. Nous espérons que pour le trimestre à venir, ces ressources-là, surtout pour le PIF, les études préalables à la mise en œuvre de ces activités, ces études seront réalisées. L'atelier a également abordé la question cruciale de la préservation de la biodiversité en mettant en lumière 3 espèces de tortues emblématiques du parc. L'étude a été menée pour voir est-ce que ces espèces sont bien conservées dans le parc, c'est-à-dire leur habitat et aussi leur diversité. L'étude a montré qu'il y avait 4 espèces de tortues, dont une espèce est en danger critique et puis une espèce vulnérable. Ces résultats devraient donc nous interpeller. Le suivi du plan d'opération 2024 du Parc national de Taï révèle à la fois des avancées encourageantes et des défis persistants. Le mauvais état des pistes d'accès au parc, le manque de matériel roulant, le déficit d'argent de surveillance constituent un véritable frein à l'atteinte des objectifs. Le ministre Seredo Célestin, délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, a effectué une visite de travail dans la région ouest maritime. Le ministre a au cours de cette visite invité les agents des affaires maritimes à se conformer au manuel de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires pour une meilleure organisation dans l'exercice de leurs fonctions. Abel Kouao, commenté par Philippe Zabo. Il s'agit de la mise en œuvre des recommandations issues du séminaire sur le déploiement de l'administration maritime.
Ces résultats visent l'unification et l'uniformisation du fonctionnement des services extérieurs. Un manuel qui définit l'orientation générale, les modalités et les procédures de gestion des activités des services extérieurs des affaires maritimes. Les raisons de cette visite de travail dans la région ouest maritime se conformer au manuel remis à la Direction générale des affaires maritimes et portuaires pour une meilleure organisation dans l'exercice de leurs fonctions. Avant de commencer la mission qui nous a été confiée, il est de notre devoir de commencer des tournées pour faire l'état des lieux. L'état des lieux sur le plan administratif, l'état des lieux concernant les infrastructures, l'état des lieux, pourquoi pas, concernant les conditions de vie et de travail de nos collaborateurs. Et donc nous avons commencé cette mission à San Pedro, qui est la zone ouest, et les jours à venir, nous serons à la zone est. Mais nous pouvons vous dire que avant d'attaquer un sujet, il faut le cerner. Donc il est pour moi très utile de venir ici toucher du doigt toutes les difficultés que vivent nos collaborateurs dans l'exercice de leurs fonctions afin d'y apporter des solutions conséquentes. C'est un sentiment de joie très manifeste que témoigne le colonel Kwasi Julien, directeur général des affaires maritimes et portuaires. Nous avons deux régions, la région Est, la région Ouest. Et quand vous avez un ministre qui revient et qui décide de revisiter ses services extérieurs, nous ne pouvons qu'être heureux. Il vous l'a dit tout à l'heure dans son intervention, dans son discours. Effectivement, en tant que chef, il est de son devoir d'aller vers ses services extérieurs, de s'enquérir des nouvelles afin de nous proposer des solutions. Voilà, et c'est donc ces instructions que nous attendons. Et comme ce n'est que le début de sa tournée, de ses visites de travail, nous espérons à la fin les instructions, les orientations qu'il va nous donner afin que, comme il l'a dit tout à l'heure, à 100 à l'heure, nous puissions faire avancer notre administration et jouer pleinement notre partition. Notons que cette visite de travail du ministre délégué auprès du ministre des Transports, chargé des affaires maritimes dans la région ouest, a eu lieu en présence des autorités administratives et des élus locaux. En image à présent, Belton Investment Holding, filiale du groupe égyptien de services financiers, a annoncé le lancement d'une plateforme de crédit privé de 100 millions de dollars. Une réponse aux besoins de financement d'entreprises exportatrices égyptiennes de toute taille. L'infrastructure ciblera des sociétés d'export leaders dans leur secteur auxquelles elle proposera des solutions financières sur mesure permettant de développer leur opération offshore ou d'accroître leurs services. Fin de cette édition que vous pourrez retrouver sur nos différentes plateformes. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur la télé utile.